Bonjour, c'est Madame Belhoussine Kahina, enseignante à l'Université Abdelrahman Mera de Béjaïa, faculté des sciences économiques, de gestion et de sciences commerciales. Ce cours est destiné aux premières années tronc commun SEGC et l'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'est l'application de la loi. Donc, pour l'application de la loi, qu'elle soit dans le temps ou dans l'espace, elle est délimitée. Dans l'espace, elle est délimitée par la compétence d'un État, c'est-à-dire un texte législatif ou réglementaire est en principe ne peut s'appliquer de plein droit que sur l'ensemble du territoire national. Mais il existe des fois des exceptions où la loi algérienne pourra s'appliquer éventuellement en dehors de son territoire, comme une loi étrangère aussi peut s'appliquer sur le territoire algérien, ce qui provoquait ce qu'on appelle un conflit de loi dans l'espace. Par ailleurs aussi, l'application de la loi dans le temps, donc il y a les lois et les actes administratifs, existent dès leur promulgation ou leur signature, mais sauf que certaines normes juridiques, leur entrée en vigueur est subordonnée à des mesures de publicité. Tant que la publication n'est pas intervenue, la norme nouvelle ne peut pas être appliquée ou ne peut pas être opposée aux tiers. Entre autres, l'application d'une loi nouvelle peut créer des fois un conflit de loi dans le temps pour les situations qui ont commencé sous l'empire de la loi ancienne et qui se poursuivent sous celui de la nouvelle loi. Donc, pour le premier point, l'application de la loi dans l'espace, ce qu'on pourrait dire que la loi s'applique d'une manière uniforme sur tout le territoire algérien. Cependant, avec la circulation des personnes à travers le monde et le développement technologique et du commerce international, il y a des questions qui se posent. Est-ce que la loi algérienne est applicable sur toutes les personnes se trouvant sur son territoire, peu importe leur nationalité ? Et deuxième question, est-ce que la loi algérienne s'applique sur tous les citoyens algériens, même pour ceux qui se trouvent à l'étranger? De ce fait, deux principes en découlent. Le premier, c'est le principe de territorialité des lois, et le deuxième, c'est le principe de la personnalité des lois. Pour le premier principe donc, de territorialité des lois, donc, il tire son fondement sur la souveraineté des États, sur leur territoire. Donc, en conséquence, une règle de droit, elle est applicable sur tout le territoire national et sur toutes les personnes se trouvant sur celui-ci. Donc, peu importe leur nationalité. Donc, le fait qu'ils se trouvent sur le territoire algérien, donc, ils sont sujets au droit algérien, à la loi algérienne. À cet effet, donc, la loi ne s'appliquera pas en dehors de son territoire et les Algériens se trouvant à l'étranger aussi, ils se verront épargnés d'application de la loi algérienne sur eux et seront sujets à la loi du pays où ils se trouvent. Donc, par contre, le principe de personnalité des lois, si on doit l'appliquer, donc, de fait, on résulte de l'application de ce principe. Donc, la loi algérienne, dans ce cas-là, sera applicable sur tous les Algériens, même ceux qui se trouvent en dehors du territoire algérien. Et la loi algérienne ne s'appliquera pas sur les étrangers qui se trouvent en Algérie. Donc, maintenant, un État, s'il se restreint à l'application de l'un des deux principes sans l'autre, d'une manière stricte et rigide, le conflit de loi ne pourra pas se poser dans l'espace. Par contre, mais en vérité, comme les deux principes se complémentent, donc un système juridique ne peut pas s'approprier un principe sans l'autre. Donc, en règle générale, le principe de territorialité des lois est le principe principalement appliqué et exceptionnellement le principe de la personnalité des lois. Pour l'application du principe territorialité des lois en droit algérien, si on fait le code civil algérien, les lois promulguées, elles sont exécutoires sur tout le territoire de la République algérienne et les règles de police et de sûreté s'obligent aussi sur tous les personnes qui habitent le territoire algérien, même s'ils sont de nationalité étrangère. Et le code pénal renforce ce principe en stipulant dans son article 3 qu'il est applicable à toutes les infractions, ça veut dire toutes les infractions, que ce soit crimes, délits ou contraventions qui sont commis sur le territoire national. Les personnes qui soient nationaux ou des étrangers, ils seront bien sûr poursuivis devant les autorités algériennes et selon le droit pénal algérien. Par contre, il y a des exceptions à l'application du principe de territorialité des lois en droit algérien et ces exceptions-là, on les rencontre dans le domaine des droits et des obligations générales. Par exemple, certains droits et obligations, ils sont reliés à la nationalité de la personne, c'est-à-dire le droit de vote ou de se présenter aux élections, il n'est pas permis aux étrangers. Donc,
Et si une personne veut se présenter pour des élections ou aller voter, c'est les nationaux qui ont le droit de le faire. Il y a aussi le cas du service national, du service militaire, donc les obligations qu'on a vis-à-vis de la nation. Le service national, le service militaire, il est sujet juste aux nationaux. La deuxième exception d'application du droit algérien, donc on trouve dans le domaine du droit international privé. Donc cette branche de droit, elle précise et elle définit la loi à appliquer dans les relations qui ont un élément étranger. Ces règles sont intégrées généralement, on les rencontre dans le Code civil de l'article 9 à 24. Par exemple, si je prends l'article 10 du Code civil, il est précisé que la règle d'état civil, la capacité des personnes, elles sont régies par la loi de l'État de leur nationalité. Par exemple, si on doit préciser l'âge de la majorité, on doit prendre selon la nationalité selon la nationalité de la personne. Si la personne est algérienne, on sait pertinemment que la majorité elle est précisée à l'âge de 19 ans, la majorité civile, je dis bien. Par contre, si je prends une autre loi, peut-être qu'elle sera précisée à l'âge de 18 ans. Donc la loi algérienne s'applique sur tous les Algériens, même pour ceux qui se trouvent à l'étranger. Et les étrangers se trouvant en Algérie seront sujets à leur loi nationale, bien sûr, dans ce domaine-là. De même, pour les conditions de fond relatives à la validité, par exemple, du mariage, elles sont régies par la loi nationale des deux conjoints. Ça veut dire que si deux personnes étrangères qui habitent en Algérie et qui veulent se marier, elles seront sujettes aux lois nationales de ces deux personnes-là et non pas le droit algérien. Pour les exceptions aussi du principe de territorialité du droit algérien, on trouve le cas du droit pénal. Le droit pénal, donc pour le droit pénal algérien, on trouve qu'un Algérien qui commet une infraction à l'étranger et retourne en Algérie pour s'échapper à la justice, il serait inconcevable de laisser cette personne-là fuir de la justice. Donc dans ce cas-là, en règle générale, même si cette personne-là échappe à la justice, même si la contravention ou le délit ou le crime a été fait, il a été commis à l'étranger, cette personne-là, pour ne pas s'échapper à la justice, elle pourra se voir poursuivie devant les juridictions pénales algériennes. Parce que, généralement, même s'il a commis cette erreur, donc cette infraction à l'étranger, donc normalement, en règle générale, l'Algérie ne pourra pas extrader son citoyen pour qu'il soit poursuivi devant les juridictions étrangères. Donc on le gardera en Algérie, il sera poursuivi devant les juridictions algériennes. La deuxième exception, c'est les infractions commises en Algérie par des personnes étrangères détenant une immunité diplomatique. Ça veut dire qu'un diplomate, quelqu'un qui détient un passeport diplomatique, donc une immunité diplomatique, cette personne-là ne pourra pas être jugée devant les juridictions étrangères, même si cette personne-là a commis une infraction à l'étranger. Donc, il sera remis aux autorités algériennes et il sera poursuivi devant les juridictions algériennes. C'est pareil pour les étrangers qui commettent des infractions ici en Algérie. Ils sont remis à leurs autorités et leurs autorités feront le nécessaire pour les poursuivre devant leurs propres juridictions. Il y a aussi pour l'application réelle du droit pénal algérien, là c'est le cas de délit ou crime commis par un étranger en dehors du territoire national. Donc non seulement que la personne qui l'a commis, c'est un étranger, et en plus de ça, cette infraction elle a été commise en dehors du territoire algérien, donc à l'étranger. Mais ce délit ou ce crime, il touche directement la sûreté de l'État algérien. Par exemple, la contrefaçon de la monnaie algérienne ou de billets, donc, ou quelque chose, par exemple, dans le cadre de l'espionnage, donc il sera jugé devant cette personne-là. Si elle est arrêtée en Algérie ou carrément elle a été extradée par un autre gouvernement vers l'Algérie, cette personne-là sera jugée devant les juridictions algériennes. D'accord ? Donc, pour le deuxième chapitre, le deuxième volet, c'est l'application de la loi dans le temps. Pour l'application de la loi dans le temps, la règle de droit, généralement, elle est permanente, c'est-à-dire dès qu'elle est mise en place, elle sera applicable et tout le monde, elle rentre en vigueur, donc jusqu'à ce qu'une autre loi vienne l'annuler, donc l'annuler ou l'abroger. Donc, l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle peut créer par contre des conflits de loi dans le temps, c'est-à-dire parce que des fois, il y a des situations juridiques qui sont nées sous l'égide de l'ancienne loi et dans les effets, elles se poursuivent encore, donc sous l'égide de la nouvelle loi, donc on ne sait pas encore est-ce que ces éléments-là ou ces
cette situation juridique, est-ce qu'elle est toujours sujette à l'ancienne loi ou bien elle doit être sujette à la nouvelle loi. Donc dans ce cas-là, d'abord, il faudrait expliquer d'abord quand est-ce que une loi rentre en vigueur. Donc une loi rentre en vigueur, c'est très important de voir quelle est la date à partir de laquelle cette loi doit devenir obligatoire pour le citoyen. C'est que dans ce cas-là, il y a deux conditions cumulatives qui doivent être réunies. Donc la première condition, c'est la promulgation de la loi, parce que c'est une formalité, bien sûr, qui est accomplie par le président de la République, qui permet de rendre exécutoire de la loi. Pourquoi? Parce que la loi, quand elle est quand elle est votée au niveau du Parlement, donc la première et la deuxième chambre, elle n'est pas systématiquement obligatoire. Donc elle doit être d'abord, donc une fois que le gouvernement, au niveau du gouvernement, on aura transmis la loi qui a été adoptée par le Parlement, la première et la deuxième chambre, donc le président de la République, il a un délai de 30 jours pour signer le décret de promulgation de cette loi-là. Donc, dans les 30 jours, cette loi-là. Donc, maintenant, s'il n'y a pas de décret de promulgation, donc si le président tarde et ne promulgue pas cette loi-là ne pourra jamais être opposable au tiers, puisqu'elle n'est pas encore effective si elle n'est pas promulguée par le président de la République. C'est une formalité nécessaire, obligatoire. Donc, les actes qui sont pris par le pouvoir exécutif, par contre, par exemple le décret présidentiel ou le décret exécutif qui est signé par le Premier ministre ou le chef du gouvernement selon le cas, ces derniers-là, puisqu'ils sont déjà mis en place par le pouvoir exécutif, ils n'ont pas besoin d'un décret de promulgation, donc ils sont exécutoires par nature. Donc, c'est la date de promulgation. Donc, pour la loi, la date de promulgation, c'est la loi qui détermine la date de la loi et non pas la date du vote de la première ou la deuxième chambre. Pour la publication de la loi, une loi, pour qu'elle soit mise en vigueur, donc elle doit être d'abord publiée au journal officiel. Je dis bien le journal officiel. Donc, le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Donc, cette loi-là doit faire l'objet d'une publication. Donc, c'est à travers cette publication, donc elle informe en quelque sorte le public, elle informe en quelque sorte le public de son entrée en vigueur. Donc, puisque personne n'est censé ignorer la loi, donc les lois doivent être publiées, mais également aussi les décrets et aussi les traités et les conventions qui sont ratifiés par la République algérienne. Donc, ils doivent être publiés dans le journal officiel pour que les personnes soient informées de leur entrée en vigueur. Donc, la loi entre en vigueur, par exemple à Alger, c'est 1 jour franc après sa publication. Ça veut dire que si, par exemple, c'est le 25 janvier qu'elle a été signée, le décret de promulgation, il a été signé le 25 janvier, par exemple. Donc, 1 jour franc, c'est donc le lendemain à partir de minuit. Ce jour-là, à partir de minuit, 1 jour franc. Donc, on pourra dire que cette loi-là va rentrer en vigueur et pour ce qui est du territoire de la capitale, donc à Alger. En dehors de la capitale, donc comme l'étendue du territoire national est très grand, donc on va calculer selon la transmission du journal officiel au daïra, donc au daïra sur tout le territoire national. Donc on va calculer 1 jour franc après que le JO soit parvenu au chef-lieu de cette daïra-là. Bien. Donc, cependant, le législateur peut prévoir des conditions d'entrée en vigueur de la loi dans des dispositions transitoires. Par exemple, entre l'ancienne loi et la deuxième loi, il y a une période de transition où il peut décider que la loi soit reculée à une date ultérieure. Donc, ça veut dire que, par exemple, une loi d'urbanisme va être promulguée par exemple le 25 janvier de cette année, donc il pourra être décidé qu'elle ne sera effective qu'à partir du 1er, par exemple le 1er août. Donc cette loi-là, malgré qu'elle a été publiée dans le journal officiel, mais elle ne sera en vigueur qu'à partir du 1er août, puisqu'il est prononcé expressément que cette loi-là ne pourra être en vigueur qu'à partir de cette date-là. D'accord ? Donc, pour l'abrogation de la loi, lorsqu'une loi est abrogée, donc ça veut dire qu'elle est annulée, quand on parle de loi, on parle d'abrogation. Annulation
qui veut dire annulation. Donc la loi, elle cesse, dès qu'elle est annulée, dès qu'elle est abrogée, elle cesse d'être en vigueur. D'accord? Mais ça n'empêche pas que si une loi est ancienne et elle n'a jamais fait l'objet d'abrogation, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus exécutoire. Tant qu'elle est là, la loi reste permanente. Ça veut dire que tant qu'elle est là, elle n'a pas fait l'objet d'abrogation, d'annulation, elle sera toujours en vigueur. Donc, elle n'est obligatoire pour le citoyen, elle n'est obligatoire qu'au citoyen jusqu'à la date de son abrogation. Tant qu'elle est en vigueur, elle sera toujours obligatoire pour le citoyen. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle le principe de parallélisme des formes. Ça veut dire que l'autorité qui a promulgué, qui a mis en place cette loi, c'est la même autorité qui doit généralement produire la loi qui l'annule, d'accord? Donc l'organisme qui le met en place, c'est l'organisme qui l'abroge. Donc l'abrogation, elle peut être bien sûr totale, comme elle peut être partielle. Donc une loi, on peut la modifier partiellement. Ça veut dire qu'on annule certains articles qui ne sont plus intéressants. Et puis on peut garder l'autre partie et la partie qui a été annulée, on pourrait les modifier par d'autres articles qui vont rentrer en vigueur selon ce qui a été mentionné dans cette loi-là. Comme elle peut être aussi, cette abrogation, elle peut être expresse ou tacite. Quand je dis expresse, ça veut dire que la loi, elle annonce expressément que cette ancienne loi a été annulée. Par exemple, il est mentionné que la loi, par exemple, le code de la commune, la loi de la commune est abrogée. Donc, on comprend que la loi, par exemple, 90-08 de la commune est abrogée. Ça veut dire qu'il est mentionné expressément que cette loi, elle ne fait plus partie du corps de la législation algérienne. Donc, on comprendra qu'elle n'est plus en vigueur. Par contre, on peut avoir ce qu'on appelle une abrogation tacite. Une abrogation tacite, ça veut dire qu'on n'annonce pas une abrogation expresse, ça veut dire qu'on n'annonce pas l'annulation de la loi, mais on le comprend vis-à-vis de la nouvelle loi qui est mise en place, elle est en contradiction avec l'ancienne loi. Et comme on ne peut pas appliquer les deux lois en même temps, donc on dit que l'ancienne loi a été tacitement abrogée. Donc, par exemple, si je prends par exemple pour un impôt, il est par exemple en 2002, il était par exemple de 5%, et à partir de la loi de finances qui vient l'année d'après en 2003, il est mentionné qu'elle a été réduite à 4%. Donc, comme on ne peut pas appliquer 4 et 5% en même temps, donc on comprend que la première loi de 2002 a été abrogée, et celle de 2003, elle est en vigueur, on appliquera 4% au lieu de 5% pour cet impôt-là. Pour les conflits des lois dans le temps, des fois, il y a des situations juridiques où une nouvelle loi, elle entre en vigueur et il y a un problème qui se pose, qui est une situation juridique qui existe sous l'égide de l'ancienne loi et on n'en sait pas et comme cette situation juridique a été créée, on n'en sait pas si elle est sujette maintenant à la loi ancienne ou elle reste elle sera sujette à la loi nouvelle. Donc si la loi a pu prévoir la transition du régime entre l'ancien et le nouveau, c'est pas un problème. Mais des fois, il n'est pas stipulé une période de transition. Donc, l'objet des dispositions transitoires étant de déterminer dans quelles conditions va s'opérer le passage du régime juridique antérieur vers le nouveau. Donc, dans ce cas-là, s'il n'est pas précisé, on fait appel à des règles qui définissent en général comment on résout le conflit dans le temps de cette loi-là. Donc, le conflit de loi, ça veut dire qu'on ne sait pas est-ce qu'on doit appliquer l'ancienne ou la nouvelle loi. Donc là, on revient par exemple à l'article 2 du Code civil algérien où il est stipulé que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Ça veut dire que deux principes en découlent de cela. Le premier principe, donc la loi ne peut pas être rétroactive à l'arrière, donc au passé. Donc c'est un principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle et aussi le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle. Pour le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, je vais vous expliquer un peu pour les situations juridiques qui se sont
entièrement réalisée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par exemple, c'est une loi qui est mise en place, je donnerai un exemple d'une maison que j'ai acheté une maison en l'année 2000, et puis la validité du contrat de vente, il y avait des conditions juridiques qui ont été précises. Donc, moi, quand j'ai conclu mon contrat de vente, j'ai respecté toutes les conditions qui ont été mises en place en 2000. Avant 2000, bien sûr, de la loi qui était en vigueur pendant cette période-là. Imaginez, en 2005, les règles, par exemple, à respecter pour un contrat de vente, elles ont été modifiées. Je vais vous donner un exemple. Pour un contrat de vente, pour qu'il y ait une transaction, quand on part devant le notaire, on exige par exemple le témoignage de 2 personnes. Imaginez, sous l'égide de l'ancienne loi, on exige le témoignage de 2 personnes. Il y a une nouvelle loi qui est mise en place à partir par exemple de 2005 où on exige le témoignage de 3 personnes. Maintenant, est-ce que le contrat, la question qui se pose, est-ce que le contrat de vente que j'ai conclu en 2000 en présence de 2 témoins seulement et non pas de 3, est-ce qu'il reste toujours en vigueur? Donc, je dirais comme si la vente elle a été réalisée en totalité, elle a été réalisée sous l'empire de l'ancienne loi. Donc, je dirais que cette vente, elle est valable, elle reste valable, on ne pourra pas la changer et que la loi de 2005, par exemple, qui a exigé le témoignage de 3 personnes au lieu de 2 personnes, elle ne sera applicable qu'aux situations à l'avenir, c'est-à-dire que la nouvelle loi ne remet jamais en cause les situations juridiques entièrement réalisées avant son entrée en vigueur. Ça veut dire que la vente, elle reste toujours conclue sous l'égide de l'ancienne loi, elle reste toujours correcte. Maintenant, pour les situations juridiques en cours, c'est-à-dire celles qui sont nées sous l'empire de la loi ancienne, mais elles continuent de se produire des effets après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Je vais vous donner un exemple. Je conclus un bail de location pour une durée de 3 années. Le bail de location, par exemple d'une maison, je l'applique, il commence par exemple le 1er janvier 2010. Le 1er janvier 2010 pour une durée de 3 ans jusqu'à 2013, jusqu'à janvier 2013. Donc, imaginez qu'en plein milieu, donc entre 2010 et 2013, en 2012 par exemple, il y a une nouvelle loi qui oblige par exemple l'imposition, le paiement d'un impôt ou une procédure spéciale. Le bail de location, il a été réalisé en 2010, donc entre 2010 et 2013. Donc, la situation là, normalement, cette loi-là, elle ne peut pas faire objet, on ne peut pas, même si la situation juridique, même si le bail est toujours en cours, il ne peut pas être sujette à la nouvelle loi parce que le contrat entre les 2 personnes est parti pour une durée de 3 années selon la procédure qui a été édictée sous l'égide de l'ancienne loi. Et peut-être que si je savais par exemple qu'en 2012, il y aura une nouvelle loi où il m'exige par exemple de payer un impôt de 25% ou 30%, peut-être je ne vais pas louer pour ne pas payer. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gains, donc je ne vais pas louer mon appartement. Ou bien si je le loue, je le louerai à un prix plus bas ou plus élevé. Donc c'est pour ça que la loi nouvelle, on ne peut pas appliquer la nouvelle loi sur des situations juridiques qui sont établies avant son apparition. D'accord? Donc, il n'y a pas une rétroactivité de la loi nouvelle. Je donnerai un deuxième exemple. Par exemple, par exemple, une loi qui définit le montant des allocations familiales. Par exemple, en 2000, il y avait une loi qui déterminait l'allocation familiale de 600 dinars par enfant. Donc, et une loi en 2005 vis-à-vis de, par exemple, il y a la cherté de la vie, le gouvernement a décidé qu'une augmentation du montant de l'allocation familiale sera de 200 dinars. Donc, à partir de 2005, par exemple, de janvier 2005, l'allocation familiale est de 800 dinars. Maintenant, si je prends un exemple, pour un enfant qui est né en 2001, il n'est pas encore majeur, donc de 2001 jusqu'à sa majorité en 2000, pour qu'il ait 19 ans. Donc normalement, entre 2001 et 2005, les parents percevaient une allocation familiale de 600 dinars. Mais la loi
à partir de 2005, le 1er janvier 2005, les parents vont percevoir 800 dinars. Ça ne veut pas dire que 800 dinars, ils ne vont pas avoir de rappel de différence entre 600 et 800 dinars qui reculent à 2001. Non, la loi n'est pas rétroactive. Donc la loi n'est pas rétroactive, ça veut dire que les parents percevront toujours une allocation de 800 dinars à partir de la date de promulgation de cette loi-là. La loi ne revient pas à l'arrière. Donc, ça veut dire qu'ils percevront 800 dinars à partir de 2005, malgré qu'ils ont auparavant, cet enfant-là, puisqu'il est né en 2001, entre 2001 et 2005, ils percevaient 600 dinars, mais à partir de 2005, ils percevront 800 dinars jusqu'à ce que l'enfant ait atteint la majorité. Maintenant, pour le fondement du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, donc, il paraît logique que la loi ne puisse pas remettre en cause des situations qui sont antérieures à son entrée en vigueur. Ça veut dire qu'on peut exiger des sujets de droit qu'ils respectent une loi, mais on ne peut pas leur exiger de respecter une loi qui n'existe pas encore. Donc, si les lois sont rétroactives, en quelque sorte, ils vont créer une insécurité juridique et ils perdent de crédibilité. Donc, si la loi postérieure est rétroactive, ça veut dire qu'on admet qu'un sujet peut se voir reprocher d'avoir respecté une loi qui était antérieure, qui était ancienne, contraire à la nouvelle loi. Donc, quel est l'intérêt de faire des lois qu'il faut respecter si des lois nouvelles arrivent, contrairement à ce que les anciennes ont mis en place, et donc là, qui vont aboutir à remettre en cause, si vous voulez, la situation qui a été régie par l'ancienne loi. Donc, admettre la rétroactivité, c'est considérer que la loi n'est plus crédible et les personnes ne se sentent plus en sécurité. Pour les exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi, là, il y en a 3. Donc, la loi peut être rétroactive, ça veut dire qu'elle peut s'appliquer à l'arrière si la loi, par exemple, elle est interprétative. Ça veut dire que, par exemple, en 2005, il y a eu une loi de finances qui a mis en place, par exemple, une procédure de vente ou de cession de biens, par exemple, mais la loi, elle n'était pas très claire. Donc, elle n'était pas très claire et les administrations n'ont pas su comment l'appliquer. Donc, il y a eu des difficultés administratives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être en 2006 ou en 2007, au bout de 2-3 ans, on remarque effectivement que les gens ont déposé leurs dossiers, mais ces dossiers-là n'arrivent pas à sortir des administrations et les gens n'arrivent pas à avoir leurs actes à cause de cette loi-là qui n'est pas très claire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, en 2006 ou en 2007, il y a une nouvelle loi qui va arriver, elle va expliquer, si vous voulez, la loi ancienne. Ça veut dire que les dossiers que ces gens-là ont déposés en 2005, ils seront sujets à la nouvelle loi. Mais cette nouvelle loi, elle n'apporte rien de nouveau. Elle ne fait que préciser ce qui n'a pas été clair dans l'ancienne loi. Donc, c'est pour ça que la nouvelle loi de 2006 ou de 2007, elle va avoir un effet rétroactif à l'arrière. Mais là, c'est parce que sa fonction, elle n'apporte pas une situation nouvelle. Elle est là que juste pour éclairer les choses qui n'étaient pas claires dans l'ancienne loi. La deuxième exception de la rétroactivité de la loi, c'est la loi, elle l'annonce directement. Donc la loi, le législateur, il peut préciser, par exemple, une loi va avoir un effet rétroactif. D'ailleurs, ça s'est déjà déroulé. Par exemple, une augmentation de salaire. Donc il y a une loi qui est mise en place pour augmenter le salaire des fonctionnaires ou bien du SMIC, par exemple. Donc, cette loi-là, elle a été mise en place, par exemple, en 2015 ou 2016 2015 ou 2016, mais elle peut avoir un effet rétroactif. Voilà, on dira que c'est une loi de 2015, mais on va décider que les travailleurs, les fonctionnaires qui étaient en poste 2 ans ou 3 ans avant, par exemple, je dirais à partir du 1er décembre 2012. Donc, je dirais qu'à partir du 1er décembre 2012, ces personnes-là auront une augmentation de salaire, malgré que la loi, elle était en 2015, mais les gens, donc à partir de 2015, ces personnes-là percevront le nouveau salaire qui est augmenté, et entre autres, ils percevront un rappel de différence entre le salaire, de différence de salaire seulement, parce qu'ils ont perçu l'ancien salaire, donc ils vont recevoir
percevoir une différence de salaire de celui qui était entre 2012 et 2015, la date d'apparition de la nouvelle loi. Donc là, c'est la loi qui annonce directement qu'elle est rétroactive. Donc quand elle annonce qu'elle est directement rétroactive, donc là, il n'y a pas de conflit de loi. Le troisième cas, c'est le cas de la loi pénale la plus douce. Ça veut dire qu'une loi pénale qui existe et puis une loi pénale plus douce entre en vigueur. Ça veut dire quand elle est plus douce, là il y a deux cas de figure où elle réduit donc l'infraction, elle supprime l'infraction ou elle réduit la peine carrément. Donc maintenant, dans le cas où l'incrimination n'existe plus selon la loi nouvelle, je vais vous donner un exemple. Le cannabis, la consommation par exemple du cannabis. La consommation de cannabis en Algérie, elle est interdite par la loi. Par contre, si vous partez dans d'autres pays, si vous partez dans les pays, aux Pays-Bas par exemple, la consommation de cannabis elle est permise par les autorités hollandaises. Maintenant, si par exemple, il vient qu'en Algérie, on va aller tolérer la consommation de la cannabis et on va consommer. Donc, si elle n'est plus, elle est autorisée à la consommation. Donc, ça veut dire que même sa vente et le commerce du cannabis, il sera autorisé. Donc, si une personne, imaginez une personne a été jugée sous l'égide de l'ancienne loi, elle est en train de, par exemple, elle est en prison, elle est en train de passer sa peine, par exemple, de 6 mois ou de 7 mois qui a été décidée par le juge. Là, si la personne n'a pas été encore jugée, donc il y a deux cas ici. Si la personne n'a pas été encore jugée, ou bien elle a été jugée, mais les voies de recours existent toujours. Ça veut dire qu'on peut faire appel ou on peut faire cassation devant la Cour suprême. Dans ce cas-là, si le recours est toujours ouvert, donc les délais du recours sont toujours ouverts, donc dès que le procès de cette personne-là, la personne-là, dès qu'elle va passer devant la justice, devant l'appel ou devant la Cour suprême. Donc, dans ce cas-là, la Cour suprême va renvoyer l'affaire au niveau de la Cour. Et là, au niveau de la Cour, cette personne-là se verra être acquittée. Pourquoi? Parce que le fait qui a été incriminé à la première fois, il ne l'est plus maintenant. Donc, la loi l'a supprimé. Maintenant, si la personne a été déjà jugée, ça veut dire qu'il est en inclusion, il est en prison, et cette personne-là, elle a épuisé toutes les voies de recours. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus faire appel aux juridictions. Donc, ce qu'on appelle le jugement, il a eu l'autorité de la chose jugée. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas... qu'est-ce qui va se passer? On va relâcher, la personne va être relâchée, car il est impensable de garder une personne derrière les barreaux pour un fait qui n'est plus incriminé par la société. Maintenant, le deuxième cas, c'est le cas que la loi pénale la plus douce, elle a juste réduit, la loi nouvelle, elle a juste réduit la peine. D'accord? Donc, par exemple, auparavant, c'était 2 années de prison. Maintenant, on est parti à l'allègement, à 1 année de prison. Donc, pour les actions qui n'ont pas été jugées définitivement, ça veut dire qu'il y a encore, ou bien la personne n'a pas été jugée du tout, donc la procédure, elle est toujours devant le juge d'instruction ou devant le procureur ou la police judiciaire. Dans ce cas-là, cette personne-là, dès qu'elle va passer devant le juge, elle se verra profiter de cette réduction de peine et le juge jugera selon la nouvelle loi. Maintenant, s'il y a des voies de recours, donc non seulement il a été jugé pour la première fois, mais il a les voies de recours, il peut faire appel ou cassation. Dans ce cas-là, durant le nouveau procès, qu'est-ce qui va se passer? On va lui réduire sa peine. Il va profiter de la nouvelle loi. Maintenant, si la décision de justice, elle est définitive, ça veut dire qu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée. Ça veut dire que la personne n'a aucune voie de recours. Et cette personne-là, elle est en prison. Et cette personne-là, elle a purgé déjà, par exemple, si c'était une peine de 2 ans, maintenant c'est 1 année. Et cette personne-là, elle est arrivée à 1 an ou 1 an et demi déjà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, on ne peut pas remettre en cause le jugement. D'accord? Donc, la condamnation de la personne, elle ne peut plus être remise en cause. Et dans ce cas-là, cette personne-là, elle va être relâchée par la voie d'une grâce présidentielle. Donc, il pourra seulement profiter d'une grâce présidentielle. Pour le deuxième principe, on a dit qu'une loi, pour éviter les conflits de loi dans le temps,
Donc, il y a le premier principe qui est la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Ça veut dire que la loi nouvelle ne peut pas s'appliquer à l'arrière. Mais il y a aussi le deuxième principe et l'application immédiate de la loi nouvelle. Donc, ce principe, il signifie qu'une loi nouvelle, elle s'empare des situations nées postérieurement à son entrée en vigueur, c'est-à-dire immédiatement, une fois qu'une loi, par exemple le décret de promulgation a été mis en place et la loi elle a été publiée dans le journal officiel et le journal officiel est arrivé dans les daïras, surtout dans toutes les daïras sur le territoire national, la loi nouvelle, elle est considérée comme elle est entrée en vigueur et elle s'applique immédiatement. Donc, cette validité, donc les conditions de validité, donc les effets passés sont soumis à la loi ancienne, tandis que les effets à venir, les situations, bien sûr pour les situations non contractuelles en cours, hein, donc les situations nouvelles, elles sont soumises à la nouvelle loi. Donc les conditions d'établissement des situations juridiques ne sont pas remises en cause par la loi nouvelle parce qu'une situation juridique, elle est née sous l'égide de l'ancienne loi, elle reste toujours valable. Les effets passés des situations juridiques antérieurement créées restent soumis à la loi ancienne. Donc, on ne peut pas appliquer la nouvelle loi sur une situation juridique qui a été établie sous l'égide de l'ancienne loi. Donc les effets futurs de la situation juridique, elles sont juste, il n'y a que les situations, pardon, que les situations juridiques antérieures qui ont été antérieurement créées, ils peuvent faire objet de la loi nouvelle, c'est-à-dire par effet immédiat. Donc les effets futurs seulement de la situation juridique qui a été créée sous l'égide de l'ancienne loi qui peuvent faire objet de la loi nouvelle par effet immédiat en application du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Mais ce principe-loi de l'effet immédiat, de l'application immédiate de la loi nouvelle, il peut avoir une exception et cette exception elle existe dans le domaine des contrats, donc dans les situations contractuelles en cours. Je dis bien en cours et non pas qui sont déjà achevées, parce que les situations juridiques qui sont déjà achevées, elles restent toujours sous l'égide de l'ancienne loi qui les a créées. Donc, pour les situations juridiques contractuelles qui sont en cours, le domaine des contrats, la loi nouvelle, elle ne peut pas s'appliquer immédiatement. C'est-à-dire un contrat qui est effectué sous l'empire de l'ancienne loi, avant son exécution totale, une nouvelle loi a été promulguée. Dans ce cas-là, on dit que la loi ancienne, elle survit. Donc, elle continue de régir les faits du contrat qui a été mis en place sous l'ancienne loi. Ça veut dire que l'ancienne loi, elle s'applique sur les situations juridiques qui ont été mises en place, les contrats qui ont été signés et mis en place sous l'égide de l'ancienne loi. Donc, il est normal que les volontés des contractants ne soient pas déjouées. Donc, il est nécessaire qu'il existe une certaine sécurité juridique. Par contre, il existe une exception. La loi ancienne survit pour les situations juridiques contractuelles si la nouvelle loi, elle est d'ordre public. Par exemple, si la situation elle est d'ordre public, malgré que le contrat il a été effectué sous l'ancienne loi, il est toujours sous l'effet de l'ancienne loi et ce contrat-là, il est toujours en cours, mais si la loi nouvelle apporte quelque chose de nouveau et elle est d'ordre public, dans ce cas-là, on va voir que la nouvelle loi va s'appliquer immédiatement. Je vais vous donner un exemple. Si la loi, par exemple, si je prends les lois du Code du travail. Le Code du travail, c'est des lois qui sont d'ordre public. Donc, un contrat de travail qui a été conclu, par exemple, en 2010, il prévoit 5 semaines de congés payés. Si en janvier, par exemple, en 2015, une nouvelle loi entre en vigueur et elle prévoit plus de 5 semaines, 7 semaines de congés payés. Donc, dans ce cas-là, le travailleur, malgré que si cette personne-là, ce travailleur, il a un CDI ou bien d'une durée de 10 années, par exemple, donc entre 2010 et 2015, il a profité de 2010 jusqu'à 2015, il avait un congé de 5 semaines.
Dans son contrat de travail, il est stipulé qu'il a un congé, qu'il profite d'un congé payé de 5 semaines, mais comme la loi de 2015 est venue, elle a apporté un plus et elle a exigé dorénavant que les travailleurs dans ce secteur-là profiteront de cette semaine. Donc, à partir de 2015 jusqu'à l'épuisement total de son contrat de travail, donc cette personne-là se verra profiter de 7 semaines de congé payé au lieu de 5 semaines. Pourquoi? Le congé est considéré une norme d'ordre public dans le droit du travail. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.